2022. Dans un futur proche, la France va mal. Enfin, encore plus mal. Une jeune femme va s'élever envers et contre tous pour sauver son pays. Cette jeune femme, c'est... Jeanne, au secours! Paix et félicité! Aujourd'hui, on va faire comme d'habitude et parler du futur. Mais on va aussi et surtout parler d'histoire, plus précisément d'histoire de France, et de celles et ceux qui, comme le disait l'historien Jules Michelet, ont essayé de refaire l'histoire de manière que le présent, légitimement amené par les enfantements du passé, s'expliqua par sa naissance et permit d'entrevoir en lui quelque chose, l'embryon qu'il a dans les flancs, l'avenir. Pour ça, je vais me baser sur un roman qui imagine cet avenir pour la France en se reposant très largement sur son histoire. L'année de Jeanne de Franck Ferrand, sorti en 2020. Le roman débute en 2022, l'épisode du Covid est passé, il est temps d'avancer. Mais avec tout ce qui s'est passé récemment, l'unité de la France est en danger et on assiste à son déclin. Ça fait aucun doute, si on fait rien, elle finira par disparaître. C'est la fin du monde, oui. Et c'est dans ce contexte qu'une jeune fille commence à faire parler d'elle, Jeanne Antidaubier, que tout le monde appelle Jeanne. Elle a un message à délivrer en personne au président de la République afin de l'aider à sauver la France. Vous l'avez reconnue ? Eh oui, on retrouve bien les grandes lignes de l'histoire de Jeanne d'Arc. Jeanne, au secours! Mais avant de parler de la Jeanne de Franck Ferrand, voici un résumé rapide de ce qu'on sait de la vraie. Suivez-moi. Donc Jeanne d'Arc, dite la pucelle d'Orléans, est une jeune fille du Barrois dans l'actuelle Lorraine. Elle aurait entendu des voix et eu des visions de la part de Dieu et de ses anges, lui demandant de bouter les Anglais hors de France, selon la légende. En 1429, elle a environ 19 ans et elle rencontre le roi Charles VII, devient chef de guerre, conduit les troupes pour lever le siège d'Orléans, puis conduit Charles VII à son sacre. Ensuite, elle continue les combats avec plus ou moins de succès et en 1430, soit un peu plus d'1 an plus tard, elle est capturée à Compiègne et vendue aux Anglais. Elle finit brûlée vive à Rouen en 1431, après un long procès pour hérésie. Bref, une épopée courte mais très documentée. C'est l'un des personnages les mieux connus du XVe siècle parce qu'on a accès à pas mal de sources écrites, notamment des chroniques écrites de son vivant, ou les retranscriptions de son procès et de la révision du procès pour la réhabilité qui a eu lieu 25 ans plus tard. Une faute certaine de protocole. Du côté de la Jeanne de Franck Ferrand, c'est un peu le même principe. On ne sait pas avec certitude si elle est guidée par des voix, même si le sujet est évoqué explicitement par moments, mais ce qui est sûr, c'est que son premier objectif est de parler au président de la République pour, je cite, « le convaincre de sauver la France au nom du Sacré-Cœur ». Jeanne, au secours! Parce que la France a bien besoin d'être sauvée. Un poids terrible pèse sur la nation à cause des directives et restrictions de l'Europe de Bruxelles, des mouvances écolo-progressistes, de l'immigration, des Black Blocs, des chômeurs et des chaînes d'information en continu. Et la nation ne se sent plus une nation d'ailleurs. Au moment où Jeanne rencontre le président, Strasbourg menace d'échapper à la souveraineté nationale, et la première chose à faire est donc de calmer les velléités séparatistes de l'Alsace. Salut. Bonsoir. Comme tous les soirs, c'est moi, Monsieur Stolple, pour vous présenter le journal Alsace avec des nouvelles du Haut-Rhin, des nouvelles du Bas-Rhin et des nouvelles aussi du bas du dos, tant qu'on y est. Mais c'est pas la description de l'avenir de la France qui est au centre du roman. D'ailleurs, en se positionnant en 2022, soit 2 ans dans le futur, Franck Ferrand ne cherchait pas tellement à imaginer la France de demain, mais plutôt à parler de la suite directe de son époque. Et les changements qu'il décrit sont plutôt là pour servir son propos. Non, on a surtout affaire à des dialogues entre Jeanne et des contradicteurs pas très habiles qui lui permettent d'exposer en détail ses idées politiques, ou plutôt celles de Franck Ferrand. Il le revendique d'ailleurs en se mettant en scène lui-même dans le roman Face à Jeanne. Certains points de vue que vous défendez sont ceux qui m'animent depuis longtemps. Hélas, dans l'audiovisuel, et avec l'étiquette d'homme d'histoire qui me colle au front, il est difficile de parler politique. Et pour ceux qui le connaissent pas, Franck Ferrand est effectivement une sorte d'homme d'histoire dans l'audiovisuel. C'est un journaliste et animateur qui parle essentiellement d'histoire. Il écrit des articles et des livres, présente des émissions de radio et de télé en France sur des sujets historiques, et il se présente lui-même comme un passionné d'histoire. Ça se voit dans l'année de Jeanne d'ailleurs, on trouve beaucoup de références à l'histoire de France qui est quand même pas si fréquente dans la littérature d'anticipation. Par exemple, pour justifier le fait qu'il considère que l'Union européenne détruit peu à peu la France et qu'il faut faire un Frexit pour retrouver l'unité du pays, il compare le traité d'Aix-la-Chapelle de 2019 qui renforce la coopération entre la France et l'Allemagne au traité de Troyes de 1420 qui donnait la couronne de France au roi d'Angleterre à la mort de Charles VI.
Le tout en présentant les deux comme une trahison et une perte de souveraineté de la France au même titre. Une faute certaine de protocole. Bon, on va pas s'attarder sur cette comparaison douteuse parce que ce que je veux surtout dire, c'est que ces retours à l'histoire ne sont pas gratuits. Ici, ils cherchent à montrer que l'histoire se répète et que nous, Français, partageons tous cette histoire et devrions nous sentir concernés. C'est en découvrant l'histoire de France que j'ai appris ce qu'il a fallu d'efforts à nos rois pour faire de ce pays un grand État unifié. Tout ce qu'il a fallu de sacrifices à notre République pour qu'elle conserve son intégrité, son indépendance et, jusqu'à des temps récents, la souveraineté de son peuple. Dans l'année de Jeanne, Franck Ferrand fait appel à l'histoire pour, en quelque sorte, expliquer ce qu'est la France, ou en tout cas une France bâtie sur un ensemble d'événements historiques que le peuple partagerait sous forme d'un passé commun, socle d'une identité française bien définie avec un ensemble de valeurs qui va avec. À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. On appelle généralement cette volonté de présenter, d'interpréter, voire de carrément détourner l'histoire à des fins patriotiques, le roman national. Ça n'existe pas qu'en France, mais chez nous ce phénomène a vraiment pris son essor au XIXe siècle, et notamment sous la Troisième République, en quête de symboles d'unification autour de la France et surtout de valeurs républicaines. L'enseignement de l'histoire visait alors, comme le disait Ernest Lavis dans son manuel d'histoire de France, à faire aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que son histoire l'a faite grande. Quitte à faire quelques ajustements. Et son format s'y prête bien. Le roman national prend le plus souvent la forme d'un récit romanesque avec un cadre bien défini, un début, une fin, des héros et des méchants. Ce qui, comme tout récit, force à faire des choix, à garder le meilleur, à enlever le pire, selon les goûts. Les omissions, les erreurs, tout comme les anachronismes, on s'en fiche bien quand c'est le cœur qui les commet, n'est-ce pas ? Le roman national français, c'est Louis XIV qui a construit Versailles, Napoléon qui a étendu les frontières de la France, et évidemment c'est aussi Jeanne d'Arc. Si les Français connaissent en général son histoire, c'est surtout parce qu'elle est considérée comme un symbole fort de l'histoire de France. Elle aurait unifié la France contre l'ennemi, elle serait le symbole du peuple de France, de son courage et de sa détermination. Mais en fait, chacun voit en Jeanne ce qu'il veut, et elle a fait l'objet de nombreuses récupérations au cours du temps, en fonction du contexte de l'époque et d'un message qu'on voulait faire passer. Jeanne est une figure providentielle, républicaine dans son combat pour la France, royaliste dans son dévouement à la couronne. Elle est catholique lorsqu'il est question de ses voix, laïque lorsqu'il est question de sa condamnation par l'Église. Elle peut aussi être populaire, féministe, patriote, guerrière, de gauche, de droite, ménagère, enfin ce que vous voulez. Toute la vie de Jeanne est fondatrice de la nation française, parce que dans le parcours de Jeanne, il y a à la fois l'attachement au peuple, l'attachement à la nation et la notion de résistance. Par exemple, dans la première moitié du XXe siècle, Jeanne d'Arc a été canonisée par l'Église catholique pour faire d'elle une sainte, pendant que le Parti communiste français érigeait Jeanne en fille du peuple trahi par l'Église et la monarchie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle à Londres se comparait à Jeanne dans sa volonté de libérer la France des ennemis allemands, pendant que le régime de Vichy l'utilisait pour vanter ses vertus de sauveuse de la France contre l'ennemi anglais. Et malheureusement, depuis les années 80, c'est souvent du côté de l'extrême droite qu'on parle d'elle. Jeanne aurait protégé la France contre les envahisseurs étrangers et il faudrait préserver son héritage. Jeanne, au secours! Elle aurait accédé à la volonté divine que la France soit gouvernée par un roi, etc. I'm your king. Mais quel que soit le bord politique, on constate que cette manière de raconter l'histoire sert avant tout à rassembler. C'est d'ailleurs flagrant dans l'année de Jeanne. L'unité n'est plus, la France perd la grandeur et la puissance qu'elle avait avant et se délite peu à peu. L'Europe contraint la France qui n'est plus maîtresse de ses décisions, les étrangers sont une menace pour l'unité nationale, les Français sont, je cite, des lâches et des paresseux, les éoliennes abîment le paysage, etc. Et surtout, cette perte d'identité n'est pas la préoccupation principale des Français. Gna gna gna, j'ai pas de travail, gna gna gna, j'ai rien à manger, alors que la France quoi. Et pour sauver le pays, il faut un retour à une France souveraine, telle qu'elle aurait déjà existé. Il faut que les Français deviennent l'idée que Franck se fait d'un bon Français. Il faut revenir à un modèle de France grande et belle, peuplée de patriotes. Une France issue d'un roman national auquel Franck Ferrand croit dur comme fer, qu'il passionne, et tant mieux pour lui, hein. Mais c'est quand même embêtant pour plein de raisons. La première étant évidemment de quelle France on parle. Ces frontières ont évolué avec le temps, les populations se sont déplacées, les pouvoirs politiques ont beaucoup changé, sont divisés, rassemblés, etc. Le roman national la présente pourtant comme une figure figée qui a toujours été là ou qui est magiquement sortie de terre telle qu'elle un jour. Et à partir de là, en prenant juste ce qui nous intéresse, et comme pour Jeanne d'Arc, on peut lui faire dire ce qu'on veut à l'histoire de France, quitte à en faire un récit simpliste voire carrément faux. C'est bien.
C'est bien, c'est même très très bien, mais il est évident qu'à la longue, ça pourrait devenir ennuyeux. Et pourtant, c'est ainsi qu'on nous apprend l'histoire. Ce qui doit vous agacer, je m'en suis rendu compte en lisant ces 3 pages, ce qui doit vous agacer, ce sont les précautions que prend cet agrégé d'histoire licencié lettres, ennemi des licences. Toutes ces phrases, en effet, commencent par « on suppose, on prétend, on présume, on a tout lieu de croire ». Or, il est difficile de s'intéresser à des événements dont celui qui les raconte ne semble pas très sûr lui-même. Et c'est cet angle-là qui est choisi par les personnalités qui parlent d'histoire les plus médiatiques, comme Franck Ferrand justement. L'histoire qu'ils font devient un roman accessible par opposition à une supposée austérité de l'histoire académique qui essaie de redonner leur complexité aux événements. Et c'est attrayant, il faut bien l'avouer, et même très plaisant, tant que ça reste présenté comme un roman et non pas comme des faits. Mais c'est bien comme des faits historiques que Franck Ferrand ou d'autres, qui ont le monopole de l'histoire médiatique, présentent ces belles histoires. Et contrairement à ce que Franck dit, en parlant d'histoire d'une certaine façon, il fait aussi de la politique, consciemment ou non. Dans ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas, dans la manière dont les choses sont présentées, dans les raccourcis qu'ils choisissent parfois jusqu'à vider certains événements de leur complexité et de leur substance, ils orientent leurs propos. Ils proposent une histoire de France romancée mais présentée comme factuelle, qui diffuse ou maintient l'idée d'une France immuable avec des valeurs millénaires. Une France fantasmée qui n'a pas été façonnée progressivement mais devait forcément aboutir à une certaine forme et à laquelle on doit maintenant revenir. Une France dans laquelle toute déviance par rapport à cette identité immuable est perçue comme une menace. Une France qui porte en elle une identité française idéalisée par rapport à laquelle on compare les Français avec dégoût. Une France qui déteste les Français finalement. Et si l'histoire de France sert à faire aimer la France, alors quelle France faut-il aimer avec cette histoire-là ? Soyez heureux et à bientôt. C'est pour ça, moi, la dernière fois j'ai voté contestataire. Au moins lui, il tient ses promesses, il a les épaules sur terre. Avec lui, l'Europe restera française et chacun sera chez soi. Il a promis qu'il augmenterait le pouvoir des chats. Enfin, je fais des plans sur la gourmette parce qu'on n'en est pas là. Avec tous les coups en France, c'est sûr que jamais il passera. Sans lui, l'insécurité elle restera dangereuse. Ça, la France est pas aidée, hein. Puis le fossé il se creuse. Ah, oui. Je vous dis, c'est à cause de la renaissance. Si tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a, alors elle est belle la France. Qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la renaissance. Si tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a, alors elle est belle la France. Ah, puis regardez-moi tous ces feignants qui sont au chômage et après veulent le droit de vote. J'appelle ça du chantage. Leur Rémi et la CEDIC, c'est un dos de malheur pour la France. Et c'est pas les Français qui y touchent quand on y pense. Entre nous pour le chômage, c'est de la sécurité de l'emploi. Dites-moi pas que c'est pas vrai, hein. Dites-le moi pas. Ils le disent à la télé, nous on touche le fond de notre pension et ça aide pas d'être bordé de diplôme, hein. Ça non, hein. Ça serait mon beau-fils, il a pas de diplôme, mais quand même, hein. Mais il mérite quand même, lui, par rapport aux autres. Il mérite plus quand même. Ah, puis on dit l'Europe, mais sont dans les choux à Bruxelles parce que l'Europe, ça rapproche les peuples. Qui, pareil, mais quand on voit qu'est-ce qui se rapproche entre nous, bah c'est pour les bons, hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Non. Tout ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la renaissance. Si tout le monde fait qu'est-ce qu'il dit, alors elle est belle la France. Tout ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la renaissance. Si tout le monde fait qu'est-ce qu'il dit, alors elle est belle la France. Mais les jeunes, ce qu'il leur faudrait aux jeunes, c'est une bonne guerre. Ça leur apprendrait à vivre. Entre nous, on n'était pas si mal que ça en 40, hein. Ah non. Allez, oui, merci. Au revoir d'être venu. Oh, j'aime pas. Oh, comprends rien, cette vieille. Oh, fatigue, hein. Ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la renaissance. Et tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a, alors elle est belle la France. Ouais, faut faire très attention, faut faire très attention. Je crois qu'on peut pas parler de tout, on peut pas se moquer de tout. Et je pense qu'aujourd'hui, un mec comme Coluche ou des proches serait en prison. Ah oui, complètement.